Bonsoir les voyageurs, les voyageuses, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce live exceptionnel en compagnie d'un invité, je peux vous le dire, que j'admire depuis de très nombreuses années. Son travail est extrêmement passionnant et nous allons passer 1 heure ensemble avec vous, ce qui me met dans une joie, vous pouvez l'imaginer, incommensurable. Son expérience personnelle, son expérience professionnelle va vous intéresser au plus haut point. J'ai quelques questions à lui poser parce que figurez-vous, chers amis, que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres son livre il y a pas plus que quelques heures, parce que je crois qu'il est sorti aujourd'hui, L'éveil psychédélique d'Olivier Chambon. Oui, c'est lui que nous recevons ce soir avec une immense joie. Olivier, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à Très tous. content. Tu as mis la Alors, est-ce que je dis une ânerie si aujourd'hui c'est la sortie de ton livre? C'est vraiment aujourd'hui? Oui, il me semblait que c'était le 12 et on est le 14, mais c'est pas loin, oui. Cela dit, j'ai pu le commander effectivement hier, donc il était vraisemblablement disponible et reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres pour mon plus grand bonheur. Je remonte la couverture qui est très chouette. Ouais. J'aime bien le jaune comme ça, Ouais, chatoyant, explosif, exactement. Alors, docteur, fulgurateur. docteur Olivier Chambon, ça sous-entendrait peut-être que tu as ou tu traînes toujours tes pantoufles ou tes chaussures dans un univers quoi, scientifique, médical? Je dirais matérialiste parce que scientifique, c'est faire l'erreur d'identifier le matérialisme à la science. Alors que le C'est vrai. matérialisme, c'est juste une idéologie. C'est un a priori, un principe qui dit que la matière est première et que l'énergie et la conscience sont des épiphénomènes secondaires qui, à la limite, auraient pu ne pas se produire dans un monde parfaitement matériel. Donc, j'ai surtout donc un conditionnement matérialiste, ça c'est sûr, Mmh. quand j'ai fait mes études de médecine et au départ de mes études de psychiatrie. Et différentes expériences vitales m'ont amené à me questionner ce modèle et à voir qu'il y en avait un autre qui s'appelle le modèle post-matérialiste ou le modèle dans lequel la conscience est première et la matière et l'énergie sont secondaires. Et que tout est dans la conscience. Même la matière n'est qu'un état de la conscience. Et quand on donne un psychédélique, c'est-à-dire ce qui sont censés être de la matière, une pilule ou une plante, peu importe, sur une autre matière qui s'appelle le cerveau, l'équation dirait égale changement d'état de conscience. Donc comment matière plus matière égale changement d'état de conscience, il y a déjà un problème. Surtout que le hard problème des matérialistes, justement, comme on dit, là, le problème difficile, c'est qu'ils n'ont jamais pu montrer comment de la matière pourrait générer de la conscience. Mmh. Et on a un problème de dualisme, parce que comment de la matière agir sur la conscience si les deux sont de nature complètement différente. Alors que si on met état de la conscience, la pilule, plus état de ou la plante, plus état de la conscience, le cerveau, donc de la matière, égale nouvel état de la conscience, là, ça paraît plus logique. Et c'est plus facile à appréhender et à rendre cohérent ensuite toutes les observations qu'on peut faire dans ces états élargis de conscience. Voilà, j'espère que je suis pas trop compliqué dans ce que je dis, non, ça va? Je te le dirai, hein, on s'est dit D'accord. qu'effectivement si vraiment, Voilà, parce que, moi-même d'ailleurs je commence à je suis pas plus intelligent que ma communauté, mais si je commence à bugger un peu, bah, j'aurai oui, l'honnêteté de te le dire. merci. Oui, bien sûr. Honnêteté intellectuelle de te le dire. Hem, Tu as dit quelque chose, tu as parlé donc ce conditionnement matérialiste qu'on peut, Mhm. intellectualiser, comprendre, mais tu as dit aussi, c'était d'ailleurs la toute première question, parmi les rares questions que j'ai préparées un petit peu d'avance, comme je te l'ai dit, je préfère aller vraiment à ta rencontre. Hem, Tu as nommé qu'il y avait peut-être un déclencheur ou en tout cas une expérience, je sais pas si tu peux en parler, hein, du tout, hein, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'elle est personnelle? Est-ce qu'elle est professionnelle pour que tu sois allé justement vers cette option, ce regard post-matérialiste? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un psychiatre, on va dire, qui a reçu tout un un programme, un Mhm. jour décide de s'intéresser autrement, peut-être à la manière dont on peut appréhender, la maladie Bon, ou au l'humain? départ, disons, j'avais peut-être un terrain favorable, entre guillemets. Quand j'étais petit, j'avais une sorte de lien de cœur, mais c'était pas du tout religieux, c'était pas du tout à cause de l'éducation avec le Christ, enfin, la figure du Christ, en tout cas, telle que j'avais entendu parler. Et puis après, pendant les années, quand j'étais adolescent, puis même jeune adulte, vers le 15 août et vers Noël, j'avais toujours des moments
où il y avait des révélations qui venaient, mais je me demandais d'où ça venait, ces trucs-là. Quand j'en parlais, mais d'où tu parles pour dire ça? Enfin, je me posais des questions, quoi. J'étais influencé par, je sais pas ce qui se passe exactement à ces dates. Enfin, pour le 25 décembre, je m'en doute un peu quand même. Mais c'est surtout en fait en faisant de l'EMDR, en apprenant à faire de l'EMDR, que j'ai vu que les gens avaient vraiment des états de conscience, on pourrait dire un peu bizarres, modifiés, et qu'au cours de ces séances, il se passait des choses qui se passaient pas dans d'autres séances où il n'y avait pas d'état modifié de conscience. Et du coup, les gens étaient quasiment en hypnose. Donc, et puis moi-même, même moi Ouais, d'ailleurs, je ouais. voyais des choses bizarres où j'entends. Enfin, bref. Et donc, je me suis formé à l'hypnose. Et au cours de ma formation à l'hypnose, parce que tu dois le savoir que au cours de la formation, on se fait de l'hypnose les uns sur les autres entre C'est étudiants. ça. Il s'est passé une sorte d'expérience extraordinaire, quoi, une sorte de. Alors moi, j'appelle ça une sorte de visite angélique. Alors j'en parle avec d'autant plus de tranquillité que c'est pas du tout ce qui me préoccupait à l'époque, que c'est pas du tout ce que je recherchais, et que j'étais le premier surpris. Et le deuxième surpris, c'était mon chat, parce que quand je suis rentré chez moi, ce qu'il ne faisait jamais, il est venu pendant une demi-heure avec la patte sur mon cœur, à ronronner comme ça, il n'a pas bougé, quoi. Je dis, oula, lui, on peut pas dire que ce soit un effet placebo ou que j'ai suggestionné, donc il a senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, quoi. Et puis après, du coup, ça m'a amené à m'intéresser au chamanisme et avoir enfin, faire une formation. C'est pas, c'est- on peut pas parler de Une formation par rapport initiation, au vrai au moins chaman. une Voilà, une initiation, ouais. initiation, voilà, avec la Foundation for Shamanic Studies, puis avec Nature Conscience Shamanisme, puis avec différents chamans dans différents pays. Enfin bref, et puis donc les plantes antéogènes ou les plantes psychédéliques, et après donc la médecine psychédélique. Puis aussi en même temps, un peu parallèlement, j'ai découvert toutes les expériences de mort imminente et tout ce qu'on appelle les phénomènes périmortels, juste avant la mort, pendant la mort et après la mort, qui semblent montrer qu'il y a justement une continuité de la conscience après la mort, que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais qu'elle se sert du cerveau pour interagir avec la réalité 3D. C'est plutôt un poste de radio qui reçoit les programmes, on va dire, le cerveau. Et que quand on meurt, la conscience ne meurt pas. Et ça, il y a eu énormément d'études ces 45 dernières années. J'en ai fait d'ailleurs un compte rendu, bon, parmi d'autres, hein, il y a Charbonnier aussi, Barcala, enfin il y a plein de gens qui le font. Hein. Mais chez Larousse, c'était l'avantage du grand public, en 2020, la vie après la mort, et je passe tous les faits, ce qu'on appelle les Near Death Awareness, des expériences de conscience accrue avant la mort, juste avant la mort. Donc les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts, spontanés par médium, par transcommunication instrumentale, par hypnose, etc. Les vies antérieures, enfin bref, je vois un peu tous les phénomènes qui ont été étudiés par les scientifiques, justement, et qui se croisent et qui convergent et qui montrent tous ensemble que voilà, l'hypothèse la plus plausible face à tous ces faits, c'est que la conscience indépendante du cerveau lui survit à la mort. Voilà. Donc tout ça, ça s'est fait en même temps quasiment, c'est-à-dire cette ouverture Hmm. sur la grande conscience, le grand champ de conscience unitaire, matriciel, originel, qui ensuite s'est subdivisé en ou sous-champs, puis encore en d'autres sous-champs jusqu'à donner des petites consciences pris dans le tourbillon aspirant de la matière. Voilà. Et donc, ils perdaient un peu conscience de leur origine et de leur qualité en tant que rayon de ces grandes consciences. Les psychédéliques, d'ailleurs, reconnectent à ces champs supérieurs de la conscience. Et après, seulement, ça active le cerveau. Alors que les matérialistes disent ça active le cerveau, puis ensuite, il y a un effet reset, boule de neige Hmm. Hmm. qu'on tourne comme ça, et puis ça retombe tout guéri. Ils sont forts, je sais pas comment, les neurones, avec leurs petits bras musclés, leur peu d'expérience de la vie, ils peuvent créer des choses aussi belles, aussi intelligentes, aussi Hmm. harmonieuses que les changements profonds qui arrivent chez les personnes qui prennent des psychédéliques. Alors attention, hein, je fais pas de prosélytisme, c'est interdit en France, c'est pas légal. Je parle juste de mon expérience dans d'autres pays, et puis aussi de tous les résultats des études, hein, parce que tu as montré ce livre-là, mais il y en avait deux autres que j'avais fait avant. En 2009, la médecine psychédélique aux arènes, qui faisait toute la littérature sur l'historique des psychédéliques et puis les recherches jusqu'à 2009. Ensuite, il y a eu la révolution psychédélique en 2020, qui résumait les 10 années, alors là où il y a eu un tsunami de recherche, vraiment. Et là, celui-là, l'éveil psychédélique, c'est moins sur les études et les résultats. D'ailleurs, presque, je m'intéresse moins aux malades, ce qui est Ouais, ouais. paradoxal pour un médecin, mais plus à ce qu'il va falloir préserver et un mouvement citoyen devra se faire pour exercer une pression, autant sur les scientifiques que sur les politiques, pour que ça soit pas réservé aux malades, mais que ça puisse être ouvert aux gens bien portants et sains qui veulent développer encore plus ce développement impersonnel, le développement spirituel. On peut pas parler de développement, c'est presque une erreur déjà au niveau du terme. Mais bref, c'est pour vous communiquer un peu le sens de ce que je dis, euh, que ça soit aussi permis pour explorer sa conscience comme un droit légitime d'explorer sa conscience pourvu qu'on ne fasse de mal à personne, ni à soi, ni aux autres, évidemment. Donc dans des conditions particulières, dans des centres
comme dans les écoles grecques, des initiations à mystère, hein, des cultes à mystère grecs, où là, il y avait des spécialistes de la théologie ou de la spiritualité qui encadraient des jeunes mystes, MYSTE, c'est-à-dire euh, des initiés, enfin des gens qui voulaient s'initier à ce qu'il y a après la vie et pendant la mort. Euh, donc il faudrait aussi des centres de développement spirituel avec de l'encadrement de haut niveau et qui fassent que les gens puissent prendre comme ça sur plusieurs fois, puisqu'il y a il y a un processus qui se crée, il y a un développement qui se fait, il y a vraiment à la fois un nettoyage par rapport aux blessures émotionnelles, aux blocages mentaux, aux croyances limitantes, etc., mais aussi une ouverture à plus grand que soi, à ce qu'on peut appeler sa conscience personnelle, mais amplifiée, le soi avec un S majuscule ou l'âme, puis même à d'autres esprits, d'autres dimensions, et voire même au grand esprit, ou en tout cas là d'où s'origine tout, quoi. Euh, la conscience égale Dieu 2.0, comme je dis souvent. Euh, C'est ce que tu. Alors, ce qui est ça, génial avec toi, c'est. excuse-moi, juste une chose, je te laisse, mais voilà, ça sera préservé parce qu'autant en ce moment, ça va s'orienter dans les 2, 5, 10 ans peut-être en France, 5, 2, 5 aux États-Unis, en Angleterre, vers une médecine psychédélique pour les dépressions, les Hmm. troubles post-traumatiques, euh, les addictions, etc. C'est d'excellents médicaments pour ça, mais ça risque de rester dans un cadre très médical, dans des cliniques spécialisées à un prix exorbitant, et Ouais. puis surtout en privant les gens qui n'ont, j'espère, pas besoin d'être malades pour avoir le droit de bénéficier de ce genre de choses, quoi. Tu vois? Voilà, excuse-moi, je t'avais coupé. Non, 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 c'est moi qui te coupais surtout. J'allais dire, c'est génial parce que j'ai même pas besoin de te relancer sur d'autres questions. Tu, tu abordes ça avec, dans sa globalité et je te remercie. Euh, alors, oui, oui, je reviens donc sur ce que tu disais rapidement. Il y a plein de gens que tu vas aussi, à qui tu vas faire du bien ce soir parce que tu as évoqué le fait que de simples expériences de terriens, d'une certaine façon, avec des prédispositions peut-être, mais notamment avec des approches thérapeutiques très accessibles. Aujourd'hui, tu as parlé de l'EMDR, qui a été quand même un déclencheur, et j'en ai subi pas mal de Ouais. séances aussi. Ouf, ça me mettait dans des états quelque peu expansés. Tu as parlé d'hypnose aussi avec cette rencontre angélique, donc vraiment de l'hypnose spirituelle et une ouverture pour toi qui a été vraiment marquée. Donc je le nomme, c'est super pour tous ces gens qui sont là aussi sur cette chaîne, chez toi aussi, hein, dans des recherches, que ce sont des belles portes d'entrée. Et ça m'amène quand même à une question, du coup, forcément. Je me doute. Si que tu connais pas du tout cette question. Si on peut vivre des états expansés Voilà. sans psychédélique, bien sûr, on va parler de Ouais. psychédélique, c'est le sujet de ton bouquin et c'est archi passionnant. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait avoir recours à des psychédéliques si sans, je suis déjà capable de vivre des états expansés avec l'hypnose? On peut même aller avec faire le lien avec le travail de Groff, qui a dû remplacer le LSD par la respiration holotropique, si je ne dis pas d'ânerie, parce qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Enfin, c'est un peu comme ça que la respiration est née. Et que moi, dans ces expériences holotropiques, j'ai vécu des trucs de dingue. Et je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je prenais des psychédéliques avec tout ce que j'ai déjà vécu? Voilà. La question, ce serait ça. Ou avec et sans, à quel endroit le psychédélique va vraiment me donner accès à quelque chose sans lequel je ne pourrais pas ouvrir cette porte. Ouais, Bon, il y a au moins 12 questions là-dedans déjà. ouais, mais c'est pas grave. Déjà, dans ce que tu as dit, à un moment, tu as dit pourquoi on devrait prendre du psychédélique. Oui, Ah, je me ah suis non, rendu non, compte que c'était pas juste. on ne doit absolument pas. C'est ça. D'ailleurs, il y a des gens à qui ça ne convient pas, soit parce que c'est trop rapide, trop intense, et qu'ils aiment être doux et tranquilles et progresser à leur rythme, et pas prendre l'avion, mais prendre plutôt la bicyclette. Et c'est pas mal aussi pour intégrer les choses à son rythme. Deuxièmement, il y a des gens qui pourraient pas parce qu'ils ont des fragilités, soit au niveau de la personnalité. Il y a un certain nombre de troubles de la personnalité, je ne veux pas les citer ici, mais qu'il Ouais. faut éviter d'avoir pour faire des psychédéliques, ou bien des psychoses maniaco-dépressives ou schizophréniques ou délirantes dans la parenté au premier degré, c'est-à-dire les parents ou les frères et sœurs ou les enfants. Enfin bref, je ne vais pas détailler parce que c'est plutôt un truc médical. En tout cas, il y a des indications et contre-indications. Et, euh, et aussi, évidemment, il n'y a rien qu'on ne puisse faire avec les psychédéliques qu'on ne puisse pas faire avec une autre méthode. Simplement, les psychédéliques, quand c'est bien encadré, attention, quand c'est Ouais. légal déjà, c'est-à-dire pas se mettre dans des conditions d'illégalité, mais quand c'est bien encadré, c'est-à-dire
bien préparé, bien accompagné, puis ensuite bien intégré, c'est-à-dire aide à l'intégration, un travail en quelques séances après, eh bien, c'est sûr que ça peut être un moyen très fiable, très rapide et très puissant de vivre soit une expérience spirituelle de haut niveau, soit en tout cas une remise en cause des structures cognitivo-affectives, de l'identité, des conditionnements, des croyances. Vraiment. Euh, certaines substances durent une dizaine d'heures, d'autres 6 heures. Imagine-toi 6 heures de thérapie ou 10 heures de thérapie, parce que les accompagnants sont pas inactifs du tout. Enfin, ça dépend des modèles, mais bref, moi, dans le modèle que je pratique à l'étranger, on laisse pas les gens juste avec des œillères et puis un casque et puis volent la galère. La substance est l'âme de la personne, certes faisant le travail. Il y a une intelligence intérieure, extérieure qui se déploie, mais quand même, bien souvent, c'est drôlement intéressant pendant que le fer est chaud, pendant que les défenses se sont amoindries, qu'elles sont fluides, de pouvoir retravailler ça en thérapie. Alors imagine-toi une super thérapie qui dure 10 heures. Il y a de quoi faire hein, pendant ce temps-là. Voilà. Donc, si tu veux, c'est un moyen qui est dans les pays où c'est légal, hein, puisque apporter des thérapeutes et par exemple en Suisse, c'est légal. Bon, pour certains thérapeutes qui en font la demande, ils doivent remplir des dossiers, etc. Mais ils ont le droit d'utiliser le LSD, la kétamine, l'ecstasy, etc. hein. En Suisse, il y avait Peter Gasser et tous les autres, Anka Rougemont, Manuela Spagnolo, enfin bref, plein de gens. Et donc, imagine le luxe que c'est de pouvoir avoir tout cet espace d'ouverture de la conscience, un peu comme un chirurgien qui dégage un grand champ opératoire, il peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur et il peut Mmh. intervenir avec précision, euh, alors que quand c'était fermé, il pouvait pas, quoi. Mais évidemment, il le fait avec des précautions, l'asepsie, l'anesthésie, des perfusions, etc. Il fait pas ça n'importe comment, le chirurgien. Il fait pas ça sur une table de cuisine à la va-vite. Donc c'est pareil pour le psychédélique. Il faut vraiment être accompagné et bien accompagné, surtout pour la première prise et normalement pour toutes les prises. Mais la première prise te révèle comment tu peux subir une accélération brutale de la conscience, quand même, enfin un énergement brutal. Donc surtout la première fois, il faut être accompagné par de vrais thérapeutes, des gens qui ont l'habitude de faire non seulement du travail de type analytique ou jungien, etc., mais aussi du travail corporel. Et puis, donc être capable aussi d'aider la personne à lâcher prise, à s'ouvrir et laisser faire. Ouais, Parce que ça, lâcher prise, s'ouvrir et laisser faire, respire et laisse-toi traverser par tout ce que tu vis pendant ta respiration. C'est comme une consigne qu'on donne au départ, qu'on donne pendant, puis que presque on pourrait donner après. Parce que celui qui se raidit, qui se referme au moment où il y a une ouverture, ça fait des grincements, ça fait un peu mal, tu vois ce que je veux dire. Alors ouais. heureusement, il y a très très peu, dans les bonnes conditions, il y a très peu de mauvaises expériences. Et même quand il y en a, c'est pas des mauvaises, c'est d'ailleurs c'est des difficiles, comme en psychothérapie d'ailleurs. Mmh. Sauf que c'est augmenté. Mais quand c'est bien géré par les accompagnants, ça devient une super leçon. Ça devient quelque chose que les gens ne voudraient pas ne pas avoir vécu. A posteriori, une fois qu'ils en sont sortis, on essaie de leur demander, mais vous aimeriez ne pas, non, 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 ça a été utile pour moi. Donc, c'est pour ça on dit, c'est des paradis artificiels. Non, c'est pas des paradis artificiels, parce que souvent, il faut traverser un peu l'enfer, ou en tout cas une zone d'ombre, ou en tout cas des difficultés à lâcher prise, ou des vieilles choses qui remontent, des vieux traumatismes, ou plein de choses, avant de, parce que ça a été transformé, lâché et tout, effectivement, monter dans une zone de lumière, d'amour et de connaissance. Mais certaines fois, les psychédéliques sont tellement forts qu'ils arrivent à percer les premières couches, là, personnelles, conscient, inconscient, même transpersonnel, puis d'arriver directement dans la zone esprit, avec un grand E majuscule. C'est-à-dire, il y a ni moi ni toi, mais lui, l'esprit. Donc, je sais, Je peux me oui, permettre de je te sais pas si couper j'ai juste. répondu, ouais. J'ai Si, si, répondu. super. Ouais, Oui, bien sûr, tu as répondu et au-delà, comme à chaque question, c'est super. Du coup, moi, oui, je te suis en fait. d'accord. C'est de te demander si, dans l'expérience que tu as d'accompagnement, ou dans le cadre de tes études que tu as menées sur le sujet, est-ce qu'il y a nécessairement une expérience spirituelle avec la prise de psychédéliques, quand tu nommes dans ton bouquin qu'il y a une phase biologique, visiblement, le psychédélique permet un contournement de la conscience personnelle, enfin, je le dis bien moins que toi, évidemment, de manière professionnelle, mais j'ai l'impression que systématiquement, il y a une phase spirituelle qui est juste derrière. Alors, c'est pas systématique, mais disons que c'est remarquablement quand même fréquent.
OK. La plupart des études cliniques, hein, citent entre 60 et 80% des cas Ah, de gens qui ont une forte expérience spirituelle, alors que c'était pas le but, hein. Le but dans les études cliniques, c'était de soulager une dépression résistante aux antidépresseurs, un trouble post-traumatique, une addiction, comme je disais tout à l'heure, ou éventuellement un trouble obsessionnel compulsif ou une phobie sociale. Enfin bref, euh, c'était pas ce qu'ils recherchent, mais les chercheurs remarquent que c'est ceux chez qui il y a eu l'expérience spirituelle la plus significative, la plus marquante, que les résultats cliniques, donc sur des pathologies, je parle, hein, psychiques, ont été les plus durables et les plus intenses. Et ça, c'est constant, quasiment dans toutes les études avec toutes les substances. Donc c'est intéressant. Et toi, tout à l'heure, en off, tu me disais que dans l'hypnose, c'est l'hypnose spirituelle qui marche le mieux. Donc, oui, donc si tu veux, c'est l'expérience qui crée le changement et qui ensuite mobilise les neurones, hein, puisqu'on rappelle, le cerveau est au service de la conscience. Enfin, la conscience, c'est le chef d'orchestre, c'est pas le cerveau. Le cerveau, tu as d'excellents premiers ministres qui va dispatcher dans le corps ou dans tous les compartiments du corps les ordres de la conscience ou les décisions de la conscience. Le cerveau prend les données, les synthétise, les présente et ensuite c'est utilisé. Mais c'est pas lui qui crée la conscience, hein. Je le répéterai peut-être souvent, quitte à gaver les gens, mais c'est une donnée tellement fondamentale et ça a tellement d'implications à la fois au niveau médical, psychologique, social, économique, etc. Parce que si la conscience est ce qui est au départ et ce qui nous unit tous, on est tous frères et sœurs de la même conscience, et la égalité, fraternité et liberté prend un autre sens, c'est-à-dire un sens qui va dans le sens des propriétés de la conscience et de ce de quoi on est fait principalement. Alors, est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Là, je suis parti dans la question, c'était quoi au départ? C'était il y a plus de questions, Olivier. C'est ça qui est génial, c'est que la question, elle s'est c'est volatilisée, discret. dans c'est ça. Et en même temps que je t'écoutais, j'étais aussi en train de regarder les questions que nos D'accord. auditeurs sont également en train de poser. La question, elle était à la base, si quand même, je m'en souviens, Oui. rassure-toi, le psychédélique, c'est une voie de contournement biologique aussi, finalement, de la conscience personnelle, qui a amené à des phases spirituelles, quoi, voilà, qui ne sont pas systématiques, mais à 80%, il y en a. À Oui, l'origine, c'était ça notre propos. oui, oui. Moi, effectivement, les matérialistes proposent une voie dans laquelle ce sont des circuits imprimés, quoi, des circuits électriques du cerveau qui créeraient la conscience. Donc, quand on les modifie, on modifie la conscience, ses propriétés. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à expliquer comment les circuits électriques créent la conscience et surtout créent la subjectivité, c'est-à-dire la capacité d'observer, d'évaluer, de décider si oui, telle ou telle croyance devient fausse ou devient vraie, d'avoir tel ou Ouais. tel insight, d'avoir telle ou telle expérience émotionnelle cathartique, etc. Il manque quand même un sujet pour conduire la voiture, quoi. Il parle que de la voiture, comme si on avait une voiture, voilà, c'est le cerveau, qu'on va multiplier la complexité des organes de direction de la voiture et des circuits imprimés, et à un moment donné, bing, elle va devenir capable de décider que tiens, elle va aller visiter la grand-mère, tiens, elle va prendre tel trajet, tiens, elle va aller à telle vitesse, tiens, elle va passer par tel détour. Non, même la voiture, même si le circuit était imprimé était très complexe, c'est toujours un cerveau, excuse-moi, une conscience humaine justement, une subjectivité qui les a créés. Donc on retrouve toujours la subjectivité à l'origine de tout. Donc la subjectivité peut-être peut créer des outils de mesure et quantifier et faire que on décrit des objets, mais il faut pas qu'ensuite les objets se retournent contre nous et nous décrivent. C'est comme si un peintre faisait un tableau, puis après il dit, bah, le tableau c'est moi. C'est le tableau qui me définit maintenant. Non, c'est celui qui l'a créé qui définit le tableau quand même. C'est ça. Donc, si tu veux, les matérialistes font l'erreur de dire, voilà, on modifie la circuiterie, et puis du coup, ça crée des états de conscience différents. Non, en modifiant la circuiterie, ça laisse la petite conscience individuelle se dévoiler et se connecter à des niveaux de plus en plus hauts de conscience, et c'est toute l'information, l'énergie qu'elle ramène qui retombe sur le cerveau et qui crée ce qu'on peut voir à l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire une profusion de réseaux qui s'interconnectent entre eux alors qu'avant ils n'étaient pas interconnectés, et ça s'allume de tous les côtés. Mais c'est pas l'allumage en lui-même qui crée l'expérience, c'est l'expérience Mmh. Ouais. qui se Alors transmet dans le cerveau. alors évidemment, ça ouvre un champ de possibilités infini, comme on dit aussi en hypnose, mais Oui. l'expérience à base, avec l'accompagnement de psychédéliques, j'ai bien compris, aussi que ça agissait probablement comme un accélérateur d'éveil, je ne sais pas si je le dis bien. Mais, Mhm. ce livre-là, «L'éveil psychédélique», au fond, hem, alors que tu démontres bien, et preuve à l'appui, au fond,
tu démontes le système. Il n'y a aucun risque à prendre des psychédéliques, si ce n'est les précautions d'usage dont tu as parlé. Et deuxième précaution, eh bien, on n'est pas en train d'en faire non plus la publicité, mais à partir du moment où c'est pas dangereux, où Mhm. on n'est pas dépendant aux psychédéliques, Mhm. tu le démontres, c'est des fake news comme tu les appelles Mhm. dans ton Oui, livre. oui. Pourquoi en 2021 en France, on n'a pas au moins un cadre, une ouverture, quelque chose qui t'autoriserait en tant que psychiatre, par exemple, toi, à accompagner avec ces outils, finalement, j'appellerais ça Mhm. presque que des outils. Mhm. Qu'est-ce qui Ben, empêche ça aujourd'hui? ce qui empêche, c'est que beaucoup de gens sont encore sous hypnose, mais pas la bonne hypnose. L'hypnose post-traumatique, l'hypnose de la sidération, l'hypnose de on m'a bourré le mou tellement depuis que je suis petit que ça fait partie de ma réalité, enfin que je crois que c'est la réalité, ben alors ça ne l'est pas. Et cette fameuse hypnose s'était induite par une réaction hystérique et politique aux États-Unis dans les années 60-70, quand ils ont vu que ça empowerait, c'est-à-dire ça donnait du pouvoir aux gens, ça les rendait conscients de leur pouvoir, de leurs responsabilités, tous les mouvements citoyens, civiques, pour les droits civiques, le féminisme, la guerre, enfin l'anti-guerre du Vietnam, etc., etc., le mouvement hippie, tous ces gens qui disaient finalement consommez moins, mais aimez plus. Ouais. Projetez moins dans le futur des plans d'épargne, logement, des actions, etc., mais vivez au moment présent. Donc c'était extrêmement disruptif pour tout l'appareil de contrôle des consciences que représentent euh, les mouvements politiques ou ceux qui sont au pouvoir, qui veulent le garder et qui veulent pouvoir préserver les inégalités sans qu'on les embête. Alors, je dis ça, ça fait un peu mai 68, mais il y a en grande partie quand même que ça a beaucoup gêné, que les médias américains s'y sont mis et ont retracé tous les petits incidents qu'il y avait eu parmi les millions d'expériences et parfois pas du tout dans de bonnes conditions. Il y aurait dû y avoir beaucoup plus d'accidents si c'était dangereux. Enfin, ils ont Ouais. relié que ce qui allait pas, que les trains qui déraillaient, on va dire, jamais les trains qui arrivent à l'heure. Et donc, elles ont fait que les États-Unis ont décrété 4 fake news et qui ensuite étaient pris comme argent comptant par tous les systèmes, l'OMS, l'Europe, etc., euh, qui disaient les 4 fake news. Un, c'est inutile, faux. Les études montraient déjà dans les années 70, 60, 70, pardon, 50, 60, dans les 50, 60 années, il y avait déjà des tas d'études, mais on dit qu'il y avait au moins 4000 articles, etc., bref, qui montraient que c'était utile dans certaines pathologies, mais le fake news disait non, c'est inutile. La deuxième fake news, c'est dangereux, alors Ouais. que des tas d'études maintenant qui montrent que dans des bonnes conditions, c'est pas dangereux du tout, c'est moins dangereux que l'alcool, le tabac, les benzodiazépines, etc. Ça, il y a eu des vraies études épidémiologiques. Euh, Troisième fake news, c'est que ça rendait addict et accro. Non, faux. Ça, au contraire, ça aide à se détacher de certaines substances qui, elles, sont des vraies drogues parce qu'elles passent par la dopamine, alors ce que ne font pas les psychédéliques. Et les vraies drogues, effectivement, c'est amphétamine, cocaïne, héroïne, nicotine, alcool, par exemple. Et Alors tu fais un tableau comparatif, hein, très intéressant oui, justement, entre les drogues et les substances psychédéliques qui peut-être dans beaucoup d'esprits, c'est oui, parce quelque que chose de c'est confondu dans l'esprit transcendant, hein. des gens. C'est C'est ça. confondu. D'ailleurs, les journalistes, souvent, quand ils disent il y a eu une prise de drogue ou t'es Ouais. inculpé pour drogue, on ne sait pas ce que c'est la drogue. Hein. On ne sait pas si c'est un psychédélique ou du hashish ou autre chose. Et donc, moi, je mets pas le hashish, le THC dans les psychédéliques. Dans les Mmh. psychédéliques, c'est vraiment ce qui ouvre la conscience. Les psychotropes addictifs, c'est plutôt ce qui rétrécit la conscience. Bref. Et puis le quatrième fake news, c'était que la meilleure façon de protéger tout le monde, c'était d'interdire. Or non, parce qu'interdire, ça empêche de faire de la prévention primaire, ça empêche de faire de l'information, ça fait que c'est vendu par des dealers à des quantités qu'on connaît pas, coupé avec des substances qu'on connaît pas, puis comme les gens prennent ça à la sauvette, ben ça fait un esprit parano. Et bref, enfin, ça induit beaucoup plus de danger et de criminalité que que d'informer les gens et de les laisser en les encadrant peut-être sous forme médicale dans un premier temps ou avec des spécialistes accompagnants, thérapeutes, psychothérapeutes. Peut-être aussi, mais en tout cas, c'est pas l'interdiction. C'est comme si on disait oui, ben la voiture c'est dangereux. D'ailleurs, si on devait, si les journaux devaient relater des accidents avec la voiture aussi souvent ils relataient avec les psychédéliques, je crois qu'on interdirait aux gens de conduire. Mais on dit pas on va interdire aux gens de conduire parce qu'il y a des accidents.
On dit il faut qu'il passe le code de la route pour savoir comment conduire la voiture, il faut qu'il fasse des heures de conduite avec un moniteur pour s'habituer. Puis après, il y a un risque raisonnable qu'on est obligé de prendre parce que sinon plus personne ne fait rien, quoi. Tu vois? Eh ben évidemment que si on interdisait la voiture en disant non, non, finalement c'est trop dangereux, ben, il y aurait sûrement des gens qui réussira à avoir des voitures de contrebande, de filer sur les autoroutes pour pas qu'on les attrape, et puis il y aurait encore plus d'accidents, ou en tout cas il y aurait une Mmh, criminalité mmh. qui se développerait, une police qui irait se battre contre la criminalité, et puis bon, tu vois le truc quoi. Donc c'est faux, c'est une fake news. On ne lutte pas contre des substances, surtout des substances. On ne lutte pas contre des substances qui sont addictives, qui n'apportent rien à la conscience et qui font du mal à la santé. C'est-à-dire, si tu, l'alcool, il y a eu un moment de la prohibition, ça servait à rien. Il y a eu de la contrebande, les gens buvaient tout autant. Donc, c'est encore pire quand on veut interdire une substance qui est bonne, enfin qui, bon, dans des conditions d'utilisation, excuse-moi, je vais toujours dire, hein, qui apporte des choses et qu'on interdit sur de faux motifs. Comment veux-tu qu'il n'y ait pas un underground des gens qui continuent à en prendre et, et à aider d'autres avec, tu vois? Donc voilà, je voulais parler de ces quatre fake news qui font Ouais, et que puis les hommes politiques sont restés là-dessus. Tu sais, les hommes politiques, ils réfléchissent pas beaucoup, hein. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'ils sont censés pouvoir avoir leur mot à dire sur tout. Donc être spécialistes de tout, ce qui est impossible. Donc en fait, ils y connaissent rien et ils restent sur des choses très grossières et sur les choses où ils veulent pas inquiéter leur électorat, hein. Il vaut mieux dans ce domaine rester conservateur. Donc tant que les citoyens n'auront pas fait pression sur le politique, munis et aidés par les médecins qui ont fait des études maintenant de plus en plus évidentes, flagrantes, et que peut-être le fils d'un sénateur aura la vie sauve grâce à une intervention de mmh, l'LSD, il mmh. commencera à se dire, il faut que j'en parle quand même à ma collègue parce que c'est quand même pas mal. Enfin, il faut qu'il y ait des synchronicités, des hasards heureux, je sais pas quoi, pour qu'il y ait un déclenchement comme ça, que les gens sortent de leur hypnose et ah non, mais non, mais ça y est, c'est bon, on a réalisé. C'était des fake news, c'est un mythe, il y a des mythes urbains autour des psychédéliques, tu sais, genre, sur Produit SD, on va se jeter par la fenêtre, on va mettre un chat dans le micro-ondes, et puis voilà, enfin, il y a des trucs aberrants, quoi. Mmh. Euh, Donc ça demanderait quand même une insight, forte, de nos dirigeants, enfin ou de leur dans leur famille, un truc un peu, voilà, saisissant qui fasse quelque chose sortir, qui les touche émotionnellement. qui les touche émotionnellement, ouais. Parce que comme ils sont sous hypnose, le rationnel ne suffit pas. C'est ça. On a tous les arguments. Si c'était vraiment une décision sage, raisonnable et médicale, il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a au moins une dizaine d'années que ça pourrait être utilisé sur ordonnance, dans des questions très spéciales, mais voilà, par des spécialistes. Peut-être qu'on peut, Olivier, excuse-moi de te couper, peut-être qu'on peut clarifier un peu ça justement, c'est une question que j'aurais peut-être dû te poser avant. Et dans ma tête, il y a une petite voix qui me dit, «Oh, tu sais, on n'est pas arrivé, déjà qu'on tolère le CBD, enfin, c'est autorisé aujourd'hui, alors on peut se boire des fioles de CBD, je suis pas sûr qu'on, parte dans des transes, suffisantes pour avoir un éveil spirituel intense, quoique, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut clarifier cette idée justement, pour nos auditeurs, nos, spectateurs même? C'est quoi un psychédélique au fond? Toi, j'aurais peut-être dû poser une question aussi Bah, sotte que celle-ci. psychédélique, c'est comme son nom l'indique, psychédélique, c'est-à-dire qui éclaircit, qui ouvre la conscience. Donc, par définition, n'est pas psychédélique tout ce qui rétrécit, tout ce qui referme, tout ce qui obscurcit la conscience. Mmh. Et dans les psychédéliques, il y a des psychédéliques classiques sérotoninergiques, enfin qui agissent. C'est comme ça qu'on les distingue, mais en fait c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent réellement, mais qui agissent sur certains récepteurs sérotoninergiques, dont le LSD, la psilocybine, la DMT, l'ayahuasca. Il y a d'autres qui sont dissociatifs, par exemple comme la kétamine, d'autres qui agissent plus à l'horizontale sur le chakra du cœur, comme la MDMA, l'ecstasy, d'autres qui sont des plantes majeures comme l'iboga ou le cactus, euh, et, euh, et puis il y en a plein d'autres, hein. Je dirais même qu'il y a pas chaque jour ils s'en créent, mais pour échapper à la loi, il y a des petits malins qui créent des dérivés de psychédéliques et fait qui sont pas illégaux parce qu'ils sont pas encore répertoriés dans. Enfin bref. Mais enfin les grandes catégories c'est ça. Il y avait une question là que j'ai mise à l'écran, que je sais pas si tu l'as vu Oui, passer. Finalement, cette comparaison avec les plantes sacrées, au fond, oui. c'est un peu pareil. J'imagine que toutes les plantes sacrées, je connais l'ayahuasca et certaines autres, Et elles n'ont l'iboga, pas oui. forcément toutes les mêmes fonctions, en fait. On peut peut-être raisonner en termes de fonctions. À quelle expérience elles vont m'amener? Non, en fait, tous les psychédéliques possèdent les mêmes fonctions, en fait. Après,
il est clair qu'ils n'ont pas les mêmes égrégores. C'est-à-dire que quand tu pratiques en état de conscience modifié sur des générations et des générations, sur des millénaires avec une plante dans un contexte socioculturel particulier, ça charge le champ d'information de la Oui, substance ou l'égrégore et tu traverses pas tout à fait les mêmes phénomènes quand tu prends du cactus que quand tu prends des champignons, quand tu prends de l'ayahuasca ou l'iboga, ça c'est sûr. Mais les processus sont les mêmes universels, c'est juste le contenu qui change quelque part. Tu vois? C'est ouais, l'habillage, mais la structure elle-même, le processus spirituel ou psychologique qui s'y déroule sont les mêmes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tous les psychédéliques, quand tu fais une étude sur un psychédélique, finalement, tous les résultats que tu trouves pour un psychédélique sont applicables aux autres psychédéliques. J'ai remarqué dans les recherches, c'est-à-dire que les champignons en psilocybine, il y a beaucoup d'études, hein. Euh, L'ayahuasca, il y en a pas mal aussi. Et ben, tout ce ouais, qui a été découvert autour d'eux, ça s'appliquait aussi aux autres psychédéliques. Et une autre caractéristique dont on ne parle pas assez souvent, c'est qu'ils sont pro-vie. Alors vie, déjà, VIE, c'est-à-dire vibration, information, énergie, c'est-à-dire que ils sont négantropiques, c'est-à-dire qu'ils ramènent de l'ordre, de l'information et de l'harmonie dans les systèmes. Ça, c'est important, ça, c'est la conscience, mais la conscience étant accrue par les psychédéliques, ça, c'est un résultat des psychédéliques. Et ils sont tous probiotiques, on va dire. Probiotiques, c'est-à-dire que pour tous les psychédéliques qu'on retrouve sur des cultures de cellules humaines ou sur des animaux ou même chez l'être humain dans des conditions physiologiques normales, on trouve que ils stimulent l'immunité, ils diminuent l'inflammation. Ils auraient pour certains, dans certaines limites, des propriétés anticancéreuses et des propriétés anti-neurodégénératives, donc qu'on peut réutiliser dans l'Alzheimer ou le Parkinson. Et ils sont responsables de ce qu'on appelle synaptogénèse, c'est-à-dire la synapse au bout d'un neurone, c'est l'espace dans lequel va se transmettre l'information d'un neurone à un autre. Donc ils augmentent le nombre de synapses, le nombre de dendrites, c'est ce qui reçoit l'information dans le neurone, et le nombre de neurones. Donc neurogénèse, synaptogénèse, dendritogénèse. Euh, ils stimulent des facteurs de croissance cérébraux, par exemple. Donc, tu vois, c'est la conscience, c'est ses propriétés, hein, c'est d'amener la vie, vraiment. Et les psychédéliques, comme ils ouvrent à la conscience, comme Hercule a dégagé les écuries d'Augias en détournant deux fleuves qui sont arrivés à plein débit et qui ont tout nettoyé, le grand fleuve de la conscience, quand les psychiques ouvrent la voie, dilatent les canaux pour la conscience, ça nettoie tous les scories, les détritus intérieurs, et en même temps, à la fois psychologique et physique. Alors c'est une image que je vous donne, c'est une métaphore, mais elle permet de rassembler sous une même généralité ce qui se passe vraiment avec les psychédéliques. Donc, tu sais, il y a eu un moment où, justement, dans les campagnes de désinformation, des fake news, il y avait des études qui étaient fausses, en fait, notamment par exemple sur la MDMA, où ils montraient soi-disant que ça créait des trous dans le cerveau. En fait, c'était pas réalisé avec la MDMA, mais avec la méthamphétamine. Et mmh, autant les médias ont fait une grande publicité que sur les trous que ça faisait, faussement. Mais quand la personne qui avait dit ça a dû démentir dans une revue scientifique, les journaux, bien sûr, n'ont pas dit que ça avait été démenti. Il y a aussi, ils disaient que ça, que soi-disant, endommageait les chromosomes. C'était faux, mais ça avait été publié une fois et le démenti n'a jamais été publié. Donc il y a une sorte de traitement de défaveur des psychédéliques, hein, qui fait que les mythes peuvent persister longtemps. Mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? oui, bien sûr, Olivier. Oui. Je me posais la question justement, est-ce que tu prends un risque aujourd'hui en sortant ce nouveau livre? Hem, Est-ce que c'est un risque qui est mesuré? Est-ce que ça réfléchit à Non, ça? Et non, non, je pense pas, je pense pas. Euh, et notamment parce que la première fois où tu as parlé des oui, psychédéliques, on t'a quand même un peu fait chier, pardon, oui, oui. Bah alors, de c'était effectivement la sortie de la médecine psychédélique, hein, qui était quand même un livre ouais. pionnier puisqu'il est sorti en 2009. Avant que tout le monde, juste avant le gros essor, le gros tsunami de recherche, quoi. Puis en tout cas en France, c'était inconnu au bataillon, hein. Personne ne parlait de oh l'avenir des psychédéliques, hein. Donc c'était un peu un ovni, quoi, qui a pas trouvé beaucoup d'écho dans la presse parce que c'était trop tôt, si tu veux. Et non, effectivement, l'ordre des médecins m'a voulu me convoquer en me disant oui, l'organisme Prévensect a dit que vous faisiez une secte. Puis je dis attendez, je suis mon propre gourou et il y a qu'un étudiant dans cette secte, c'est moi. Et toutes les informations que je donne à cet étudiant qui est en moi, ça vient d'études américaines, canadiennes, mexicaines, enfin bref, donc par des universitaires. Donc est-ce que c'est ah bon, bon, il est d'accord. Puis non, non, mais je vais monter à Paris si vous voulez que je vous parler du livre. Non, 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 c'était bon, c'est bon. Et je Donc viens de oui, mettre oui, sur le groupe, justement ton site internet pour, qu'on retrouve ta bibliographie et les livres qu'on est en train de citer, d'accord. l'un et l'autre, et du coup,
J'espère que je t'ai pas coupé, pardon, et ça m'appelle à cette question aussi en qui est peut-être en filigrane au fond, c'est le fameux pourquoi, tu sais, le fameux mindset qui m'intéresse souvent dans les Mmh. stratégies, hein, et entreprendre l'écriture d'un livre, j'en sais quelque chose, c'est pas Mmh. rien. C'était quoi ton mindset à toi, ton fameux pourquoi, le pourquoi d'Olivier, tu sais, le pourquoi intime, si tu peux le révéler? Pourquoi tu as voulu écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a Ah, vraiment, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, comme tous les livres. En fait, je les écris pour moi, pour me faire un pense-bête. C'est-à-dire, quand je lis, si je sais que je vais faire un livre avec, je lis avec plus d'attention. Quand je me promène le matin dans la nature ou quand je me réveille le matin, j'ai des idées qui me viennent, ça me travaille, ça s'assemble, ça met en marche une dynamique, un processus de création. Alors que si je le mets pas dans un livre, ouais, je lis ça comme ça puis j'oublie. Et donc c'est comme j'ai une très mauvaise mémoire, je me fais un vade-mecum. En fait, j'écris le polycopier étudiant que j'aimerais avoir, quoi, qu'on ait fait pour moi. Et puis bon, bien sûr qu'après derrière, je suis hyper heureux quand il y a des gens qui me disent ah ça m'aide et tout. Mais comme j'ai pas spécialement confiance en moi, j'y crois pas trop. Donc je fais pas ça pour que les gens disent ouais c'est super parce que je crois que ça me mettrait trop de doutes. Non, je fais ça parce que j'ai envie de le faire parce que c'est ça. Tu sais c'est ce qu'on appelle l'épistémophilie où moi je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir après. Donc c'est un peu j'aime bien faire du sport, j'aime bien faire de la musique, j'aime bien réfléchir. Enfin, il y a plein de choses que j'aime bien faire et qui sont nécessaires à mon équilibre. Et donc voilà, je suis désolé de vous décevoir peut-être. J'ai pas comment le premier ici, le premier, j'exagère, parce que le premier, la médecine psychédélique, c'est vrai que j'étais beaucoup plus prosélyte que maintenant. J'en parle à tout le monde, à mes enfants, d'ailleurs, ils connaissaient super bien le psychédélique, euh, aussi bien que moi. J'en avais marre, j'en reparlais tout le temps. Et je voulais en parler à souhait que les gens sachent et tout. Puis après, comme j'ai vu comment les gens, puis j'ai grandi après, hein, j'ai mûri un peu, en me disant, quand j'ai vu comment les gens réussissaient, c'est-à-dire, ils entendaient pas, quoi, c'était trop tôt. Heu, Quand j'ai vu après, comme d'autres se sont donné des missions de faire connaître, etc., s'improvisant chevalier blanc, je me suis dit, ah, j'étais comme ça avant. Ah bah non, soyons calmes. Il vaut mieux à la limite que le moins de gens en prennent. Moi, il y a des fois, je me dis, ouh là là, ils n'en veulent pas, tant mieux. Laissons ça réservé à une élite qui sait apprécier. Ils apprécient pas le caviar, bah, tant pis pour eux. Et d'ailleurs, ça évitera bien des soucis. Euh, ouais. tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas Bah, s'il faut tant que c'est ça en c'est faire la pub. c'est Oui, marrant, hein, que tu dises ça d'ailleurs parce que c'est vachement ambivalent du coup, oui, mais c'est sûrement une ambivalence qui est, qui est prudente aujourd'hui en tout cas. mhm, D'ailleurs, tu fais un avertissement, hein, tout de suite dans le bouquin, les premières pages, c'est un avertissement: «Attention, je suis pas là du tout pour», et mhm. alors en même temps, c'est à la fois, je trouve un, je suppose qu'il y a une part de toi qui, je sais pas si c'est en rêve, mais qui n'attend que ça, que quand même ce soit, légiféré ou que tu aies le droit de pouvoir, l'utiliser et en même temps, tu vois, il y a cette ambivalence de dire: «Bah, si on n'en parle pas trop, tant mieux». C'est amusant. Oui, oui, oui. C'est vrai Je ce sais que tu pas, dis, c'est c'est une peut-être une ambivalence bloqué l'école de, ouais, que je ne cherche pas à dépasser pour l'instant, parce que je pense qu'elle crée une tension entre deux polarités qui est assez créatrice. Si je mettais juste dans, mais non, ça sert à rien, bon, non, je ferais plus rien. Si je disais, ouais, il faut absolument, je pense que j'embêterais les gens et que ça serait moins crédible. Le chien OK. fou comme ça, tu vois, qui est tout, et non, faut dire aux gens, non, mais vous avez raison. De toute façon, les psychédéliques sont dangereux pour les gens qui n'en prennent pas. Donc, je sais plus qui c'est qui disait ça. Mais, Mais c'est tellement vrai et du coup, mais y a parce que tout à l'heure, je sais pas si c'est une énergie que je perçois ou, une émotion que je ressens. Moi, ça parle peut-être que de moi, hein, d'ailleurs, ce truc, mais, c'est comme si, il y avait à travers ce livre, en tout cas, c'est peut-être ma lecture, comme, une sorte, c'est pas d'encouragement, mais quelque chose qui serait même extrêmement rassurant qu'on pourrait tous se retrouver autour de des psychédéliques pour vivre une mhm. espèce de communion, de connexion avec le tout. Je sais pas comment l'appeler finalement, mais, il y a quelque chose d'assez un petit peu philosophique derrière, c'est-à-dire, au Mhm. fond, en ayant tous vécu ces expériences, nous pourrions peut-être plus nous tenir la main. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très clair? En Oui, tout bien cas, sûr. oui, ça y est, c'est à peu Oui, près oui. clair. Mhm. Est-ce que c'est moi qui le rêve ça? Ou est-ce qu'au fond de toi, il y a une part quand même
qui le pensent. Ça, c'est quand même quelque chose qui unifie, qui nous fait nous rencontrer les uns les autres. Ah oui, parce qu'en fait, plus on monte dans la conscience, plus on voit qu'on est, comme je disais au départ, tous frères et sœurs de la même conscience. Au départ, dans un état rétréci de conscience, moi c'est moi et toi c'est toi. Après, quand tu t'élèves, moi c'est toi et toi c'est moi. Puis à la fin, il y a ni toi ni moi, il y a lui ou elle, la conscience. Tu vois? Et quand tu vois que cette conscience est à l'origine de tout, elle interpénètre tout, elle relie tout, et que on en est que des dissociations momentanées, comme une vague se dissocie de l'océan à un moment donné pour prendre une forme très éphémère et retourner plus tard. Donc on n'est que des manifestations de la même substance au sens spinozien du terme, substare, ce qui est en dessous, ce qui prend plusieurs formes mais qui vient de la même substance de base. Euh, donc quand on sait qu'on partage cette même origine, cette même qualité, cette même nature essentielle qui est en nous, ce qu'on fait à l'autre, on le fait à soi, ce qu'on fait à soi, on le fait à l'autre. Ça, on le vit dans les états énergies de conscience. À se rendre compte qu'un seul acte, une seule pensée, une seule émotion peut avoir beaucoup d'interférences dans tout un système interrelié, comme une pierre qu'on laisse tomber dans l'eau, qui crée des vagues, des ondulations qui se répandent ensuite sur toute la surface de l'eau. Et que rien n'est anodin, et que tout est sacré finalement. Et, Mmh. euh, et ça amène à considérer les autres et soi comme autre chose que des produits de consommation ou des objets de compétition ou des gens à envier ou à combattre, ces concurrences, compétition, Mmh. mais aller vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'ordre de l'ordre des qualités de la conscience, qui est des formes de l'amour, c'est-à-dire gentillesse, tendresse, patience, compassion, altruisme, entraide, solidarité, amour, etc., etc. Euh, ou courage, qui est une forme d'amour, c'est le courage d'oser explorer, expérimenter hors de nos névroses. Euh, donc bien sûr que ça va dans le sens de ce que Gandhi disait, hein, on dit toujours changer, introduisez en vous les changements que vous voulez voir dans le monde. Et c'est sûr que les psychédéliques introduisent dans les gens des changements qui seraient drôlement utiles au monde, parce Ouais. on deviendrait beaucoup moins comment conditionnable, on deviendrait beaucoup plus ouvert sur les autres avec moins de peur et plus d'amour. Et dans les communautés, quelles qu'elles soient, hippies ou autres, hein, ça crée vraiment des sentiments de grande fraternité. Alors après, il faut pas idéaliser, hein. Évidemment que il n'y a pas que ça, parce qu'on pourrait très bien, ça pourrait vite dévier avec, on est une élite, on a tout compris, et puis les psychédéliques pris n'importe comment, ils peuvent très bien aussi révéler des mauvais côtés de la personne, et puis il pourrait y avoir des abus, etc. Euh, Voire même, dans certaines communautés, des abus sexuels sous psychédéliques, donc parce que les Mmh. gens sont en vulnérabilité, sont suggestibles, et un petit malin, un peu psychopathe, pourrait y trouver matière à faire ses affaires, quoi. Donc, je veux pas idéaliser non plus le psychique, mais disons que c'est plutôt une tendance. Dans l'ensemble, les gens qui prennent du psychique ont ensuite une conscience comment écologique plus développée, une conscience sociale, un altruisme, une solidarité plus prononcée dans l'ensemble. Il y a toujours des exceptions. Mais d'ailleurs, c'est valable pour toutes les expansions de la conscience. Par exemple, dans les expériences de mort imminente, qui est une méga ouverture de conscience, élargissement, les gens reviennent avec effectivement des valeurs plus prosociales, euh, d'entraide, écologique, etc. Enfin, les mêmes que je t'ai découvert pour les psychédéliques. Et c'est pour ça que la figure 1 de mon ouvrage, là, l'éveil psychédélique, je montre vraiment qu'à partir de différents embranchements, ça peut être même la physique quantique, l'astrophysique, ça peut être la métaphysique dans la philosophie, ça peut être la spiritualité par rapport à la religion, ça peut être les états élargis de conscience par rapport à la conscience ordinaire. Bref, il y a quatre entrées possibles, mais il y en a sûrement d'autres, mais toutes finalement convergent sur un tronc final commun. Et c'est ça qui est intéressant. C'est toutes les voies mènent à Rome, hein, quelque part, à ce niveau-là. Donc si une ne vous convient pas, on peut en choisir d'autres, mais elles se confirment aussi les unes les autres. Elles montrent leur universalité, leur structure commune. Donc que c'est pas des purs produits d'hallucination, de rêverie, de fantasmagorie, de charlatanisme, de psychose hallucinatoire. Non, non, non. Euh, Moi aussi, là où je me suis senti plus investi par rapport aux psychédéliques, donc pour parler un peu plus, quand tu disais mais pourquoi tu as fait ça, c'est vrai que ça me faisait mal au cœur de voir les mensonges, les incompréhensions et les bêtises même on pourrait dire, qui se disaient sur ces substances. Et en tant que psychiatre, donc
Moi, j'ai commencé ma carrière en travaillant avec des patients psychotiques chroniques pendant 16 ans dans un hôpital. Et ma spécialité, j'ai écrit 3 livres là-dessus, et j'étais connu là-dessus. J'ai fait un contrat de normalisité de pilote là-dessus. C'était les psychotiques, les schizophrènes, donc les thérapies comportementales, mais aussi cognitives, comment ils s'organisaient dans leur mental, comment ils élaboraient leurs croyances. Donc, je sais parfaitement reconnaître hallucination et délire. Ouais. Donc, quand les gens disent: «Ah non, non, les psychiques, ça induit des hallucinations, des délires, ou c'est des constructions socioculturelles», j'ai envie de leur dire: «Les mecs, vous êtes psychiatre? Vous êtes spécialisé dans la psychose? Alors non, fermez-la». Je suis désolé, hein. Là, je m'énerve un peu en fin de soirée, mais j'en ai tellement vu des trucs comme ça, quoi. Les gens qui se croyaient permettre de parler, mais je leur demande: «De quelle place vous parlez? De quelle expérience? Mmh. Quelle est votre expérience? Quelle est votre compétence?» Toi, tu es Moi, clinique, je c'est-à-dire suis au heureux pied d'être je suis heureux d'être du psychiatre parce qu'on c'est peut ça. pas, moi, faire le coup de me dire: non, non, c'est des illusions, des hallucinations. Je sais mieux que vous. Enfin, je sais mieux que vous, sauf les gens Bah, qui tu sont es au chevet psychiatres. du patient, mais tu Voilà. raison, tu dans ta posture haute à cet endroit-là, c'est-à-dire que tu es le Voilà. sachant, quoi. C'est une Ouais. réalité, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a Ouais, des ouais, fois, il faut faire un tu as le peu droit à te mettre un peu en colère, c'est bien. voilà, il y a des fois, faut faire le mal supérieur. C'est le sage qui monte sur la montagne et puis, ouh, Ça va? Tu te sens comment là? ça va, ça m'a fait du bien, finalement. Non, mais enfin, c'est une réalité. D'ailleurs, c'est une question qui est passée un petit peu dans le chat aussi. N'hésitez pas, si vous avez il nous reste encore quelques minutes avec, Olivier Chambon, si vous avez des questions à lui poser en direct, n'hésitez pas, je les relais, en direct aussi. Est-ce que tu as le sentiment que ces 2 dernières années, qui ont été quand même assez particulières, ont, ont été quand même un accélérateur de conscience où on voit bien, enfin, je sais pas si moi je le vois de ma petite place aussi, hein, tu sais, dans la pratique, hein, c'est, tous ces gens qui ont, un nouveau désir, une nouvelle Mhm, pulsion, un besoin de changer de boulot, besoin de mhm, nature, il y a des éveils, je trouve, des quêtes de spiritualité, des quêtes de sens, en tout cas, dans la vie mhm, qui me semblent plus marquées. Est-ce que c'est un constat que tu as l'air de faire? Auquel cas, je trouve que, on va dans ce bon sens. mhm. Comment tu vois ça, toi, de Ben ta oui, porte? tout ce qui montre l'inanité de notre monde occidental, prédateur, qui détruit les écosystèmes, etc., et les conséquences que ça peut avoir, notamment des pandémies. Bien sûr que c'est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant aussi de modifier ses habitudes de force, là, parce que là, on est obligé de modifier nos habitudes, plein d'habitudes. Parce que c'est ça qui crée la conscience. Si on est dans nos habitudes et qu'on laisse rouler comme dans notre petit confort, ronronnement et endormissement, la conscience va pas tellement s'activer. Tu vois? Et puis surtout, ça nous a mis en contact de la mort ou de la possibilité éventuelle de la mort. Moi, je peux pas Ouais. dire que j'ai eu peur, mais c'est vrai qu'on y pense. Et moi, j'y pense. Et qu'avec cette maladie-là, peut-être qu'un jour tu peux te faucher. Donc ça veut dire que forcément, dès qu'on est en contact avec la perspective de la mort, ça introduit le domaine de la spiritualité. Mmh. On n'est plus dans l'ignorance qu'on peut brûler un jour. On n'est plus dans oui, oui, je vais me distraire et puis j'y pas. Ça arrive qu'aux autres. On verra bien quand ça sera mon tour. Il y a des gens qui disent qu'il faut toujours vivre comme si on avait la mort sur notre épaule gauche, quoi. Tous les jours, se pose la question, tiens, je suis encore vivant. Tiens, est-ce que je pourrais mourir aujourd'hui? Et qu'est-ce que je ferais si c'était le cas? Enfin, qu'est-ce que je ferais? Si on me disait que tu vas mourir dans 3 heures, qu'est-ce que je ferais? Quel est l'essentiel? À quoi je vais vite me consacrer plutôt que d'être dans mes distractions habituelles, dans tous les sens du terme? Donc oui, bien sûr, il y a eu plein de choses qui ont remué les consciences et donc les ont un peu élargies. Une question de Caltrina. Alors, je sais pas ce que c'est de le psylo, je sais pas du tout ce que c'est. Psilocybine, Quel est psilocybine, OK. enfin, alors soit la personne parle du champignon lui-même, je pense que c'est ça, parce que on distingue les doses fraîches, enfin le champignon frais, que les doses secs. Sec, c'est 10 fois plus concentré. Donc après, Alors, tu vois, si je dis 9 grammes, par exemple, si je dis 9 grammes de champignons secs, la personne va dire, waouh, mais c'est une méga dose, ça. Donc c'était la dose, c'était en Hollande. Donc je suis pas coupable en France. Mais je pense, donc ça répond à cette on question. verra si ça répond à la question. Si je demande à Katrina de répondre. Et 9 Pourquoi elle posait cette question d'ailleurs? C'est intéressant. Pourquoi? ouais, ouais, c'est intéressant le pourquoi On n'a et pas mis un concours hein, aujourd'hui sur l'antenne. Et celui qui a consommé la plus haute dose de philo gagnera le livre du docteur Chambon. Oh merde, c'est moi qui l'ai gagné alors. à 9 grammes, tu as gagné. Non, mais peut-être que cette question peut aboutir. J'imagine qu'à travers le monde, tu l'as dit et puis tu as fait des expériences Oui, chamaniques, oui, j'imagines que tu as pris des oui, plantes oui, sacrées et tout à cetera. fait, tout à fait, bien sûr. Hem
Est-ce que tu as quand même vécu, ce que enfin, c'est pas le terme exact, une espèce de vieux bad trip, Eh ben, écoute, vraiment pas un truc très dans chouette, quoi? toutes les expériences que j'ai faites, dans toutes les expériences, alors qu'au départ, j'avais parfois un accompagnateur, parfois non, quoi. Donc parfois je restais seul. Bon, après, quand t'as déjà fait un certain nombre de séances, tu sais que tu peux rester seul. Enfin, tu prends un petit risque, mais bon, c'est pas bon. Et, mais en fait, la pire expérience, c'était avec la sauge divinatoire, fumée au bang, là, concentrée, parce qu'il y a un moment donné, ça dure pas longtemps en plus, hein, ça dure 3 4 5 minutes, hein, c'est ça qui est fou. Mais tu as le temps de faire un méga giga bad trip, parce que là, en plus, tu décolles, t'oublies que t'oublies que t'étais dans la réalité avant, et j'ai cru que j'étais piégé dans les cellules d'un cuir de canapé. C'est-à-dire, et puis j'entendais comme dans Pinocchio, quand les gamins se font avoir, qu'il y a des oreilles d'âne qui leur poussent, etc. J'entendais d'autres consciences piégées dans le. Je savais pas si j'étais dans une semelle de chaussures ou si j'étais dans un canapé. Je me suis dit, mais oh là là, mais le temps que ça s'use et que je me libère, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai été bête? Je croyais, tu vois. Puis alors, quand je suis revenu, je fais, oh mon, tu sais, comme quand tu ressors d'un cauchemar la nuit et que tu te rends compte que c'était qu'un cauchemar et que tu te dis, oh mon Dieu, merci, je suis heureux d'être en vie. Et là, je suis là, plus jamais. Mais c'est dommage parce qu'en plus, la sauge divinatoire, fumée, mais pas en France, et donc je pas, ça peut être très, très, très intense dans le sens comme la DMT fumée, c'est-à-dire t'emmener tout de suite dans des univers complètement différents, qui sont peuplés, qui te changent ta structure. Là, tu prends une structure lamellaire, Mmh. t'as un corps de plante, et tu vis des choses que tu peux jamais avoir existé, que tu aurais jamais pu imaginer qu'elles existent ou que tu puisses les vivre un jour, tu vois. Donc, mais ça, c'est le truc. Et puis surtout, c'était la première fois que j'ai fait, c'était à 17 ans, ou à 18 ans, j'étais en deuxième année de médecine, parce que j'avais un an d'avance. Et là, à l'époque, je connaissais rien que dalle. Là, j'ai fait toutes les erreurs de débutant, c'est-à-dire, j'ai pris, j'ai demandé à quelqu'un, oh, tu connais un psychédélique parce que ça m'intéressait, toi, j'étais intéressé. Il dit oui, les cigarettes, le gras. Alors, j'espère qu'elles n'existent plus, sinon je ne vais pas donner la recette. Alors, je vais donner, enfin, bref. Pour donner 2 autres Il marques en tout m'a expliqué comment, avec un truc qu'on peut avoir sur ordonnance, tu pourrais créer une expérience. Or, en fait, c'était les seuls composants qui peuvent tuer quelqu'un, les solanacées, c'était la datura stramonium, ce qu'on appelle l'herbe au diable, donc si t'en prends trop, tu meurs. Et là, je savais pas, hein. J'ai mis mon truc dans le truc, j'ai fait bouillir, puis j'ai pris, puis après, bah après, c'est sûr que toute la vie, toute la nuit, j'ai halluciné, j'ai vu des trucs moyenâgeux, des sorciers, des loups-garous. Euh, je lisais un livre qui n'existait pas, je voulais prendre un vélo pour m'en aller que j'avais pas. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas, quoi. Je terminais aux urgences, parce que dans le bus pour aller en cours, je m'évanouissais, tu vois. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Là. J'étais jeune, j'avais aucune connaissance. C'était des potes qui expérimentaient, tu vois. C'est vraiment. Alors, je suis content de l'avoir fait cette expérience parce que je peux dire aux autres, voilà ce qu'il faut pas faire, quoi, du coup. Oui et Mais puis, aussi ta structure psychique qui était quand même capable d'encaisser, tout ça, quoi. bah apparemment, oui, assez tôt. Mais là, bon, après, Enfin, je veux j'ai dire, il y a attendu pas trop de longtemps. séquelles a J'ai- priori, mais, Non, tu as été non, capable non. d'intégrer, complètement Ouais, ouais. les expériences, quoi. Est-ce que tu te considères comme un chaman? C'est Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Valérie Valérie. Je suis un sympathisant chamanique. Je suis un chamanophile. Je suis un peu comme Toi, tu es les. un C'est-à-dire que praticien en chamanisme? j'ai eu une introduction au monde chamanique. J'ai vécu des choses en prenant de chaman. Dans les différentes formations que j'ai fait, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, mais pour moi, un chaman, c'est vraiment quelqu'un qui est né dans la culture, qui a travaillé des dizaines d'années à apprendre, parfois dans l'isolement, dans la jungle, parfois à travers des preuves qui sont difficiles physiquement, etc., aidé par des aînés, etc., qui a appris à parler avec l'esprit des plantes, etc., et qui est, c'est un peu comme si, si la personne me demandait, est-ce que tu vas gagner le Tour de France un jour? Je lui réponds non, franchement, je pense pas. Par contre, je pense que je suis encore capable de faire du vélo. Donc, Mmh. on a des capacités latentes chamaniques. Chacun d'entre nous, ça fait partie de notre patrimoine euh, archaïque, génétique, psychologique, spirituel. Ça fait partie de notre patrimoine. On peut tous faire un peu de travail chamanique. Il y a des rituels qui, avec des intentions, un bon état de conscience, et peut-être même parfois certains psychédéliques là où c'est autorisé, où tu peux avoir des résultats chamaniques, de type chamanique, mais tu n'es pas chaman pour autant. Mmh. Chaman, c'est vraiment un long apprentissage spécifique dans les cultures où c'est un vrai job. On peut pas s'improviser chaman parce qu'on a fait 3 mois, 6 mois dans la jungle et puis qu'on a fait que 2, 3 stages de. Non, on peut dire qu'on a réactivé certaines de nos ressources latentes chamaniques, mais
là encore, je vous répète, c'est parce que j'aurais réactivé certaines de mes compétences de cycliste en montant une petite montagne à 20 à l'heure ou à 10 à l'heure que je serais devenu un gagnant du Tour de France que je serais partie des équipes qui vont faire le Tour cette année. Ouais, je suis pleinement d'accord avec ça. Moi qui me suis initié aussi et en cours encore avec la FSS en particulier. Oui, D'ailleurs, il d'accord. insiste bien sur le fait, d'abord, c'est du néo-chamanisme au fond, quelque chose qui soit intégrable dans notre matière, notre culture, notre compréhension. Et puis, c'est de la pratique, quoi. On est des praticiens, si on veut, en Mm. chamanisme. Je suis pas certain qu'un chaman le crie sur les toits qu'il le Voilà, soit, voilà. les gens qui le disent. J'ai écrit en 2012 un livre aux éditions Vega Mmh, qui s'appelle Psychothérapie et chamanisme, où il est pas loin. justement je tente un petit syncrétisme, c'est-à-dire de Mmh, voir comment des méthodes occidentales modernes de thérapie et puis des méthodes plurimillénaires, chamaniques, etc., traditionnelles, peuvent se marier, se synergiser pour créer des nouveaux protocoles originaux. À l'époque, j'étais très créatif, ça m'a bien fait. J'ai pris plaisir à écrire ce livre, Psychothérapie et chamanisme. Il y a beaucoup de gens, des thérapeutes qui l'ont lu, qui me disent, oh merci, vous nous avez permis c'est justement ça. d'inventer, d'innover, de pas rester avec des cloisonnements. Ça, c'est le chamanisme, ça, c'est la psychothérapie, et il n'y a pas de passerelle. Si, bien sûr que si, vous pouvez en faire plein. Les différents protocoles cliniques, il y en a plein dans le livre, euh, originaux finalement. Ben, vous pouvez aussi en inventer. Ça appartient à personne. C'est votre conscience qui va faire le travail de vous aider à créer. Il suffit de s'exposer à différents mondes et voir comment ils se combinent. C'est un peu comme en musique, tu as beaucoup de gens qui combinent les styles musicaux, puis ça fait des super productions, quoi, en fait. Est-ce que tu es convaincu de ça? Voilà, c'est Sabrina. D'ailleurs, on parle plus de psychédélique pour le coup. Mm. Est-ce que ça Oui, vous a voilà. confiance, un bon joint de weed? Moi, je suis assez ambivalent. Alors, déjà, j'aime pas parler de ce que je connais pas trop. Bon, ça m'est arrivé d'en prendre, CBD aussi, etc. Mais comme c'est quelque chose qui ne fait jamais partie des livres sur le psychédélique, et c'est Mmh. pas quelque chose que je pratique ni régulièrement, ni que je conseillerais spécialement à quelqu'un, je préfère pas trop parler des choses que je connais pas, parce qu'on m'a OK. suffisamment fait le coup de, moi, me dire des choses que je connaissais par des gens qui n'y connaissaient rien, et c'est toujours gênant, c'est toujours embêtant. Je sais que pour les chamans, par exemple, c'est mitigé. Ange ou démon, Anrel ou Idemonio, ou démonio, je sais plus comment ils disent ça, mais j'ai déjà vu dans un article de, je sais pas, pour les chamans, il y a des fois, ils écrivent vraiment, mais dans les revues d'anthropologie, euh, ils reprennent des écrits. Et, euh, pour eux, il faut le consommer sous la forme, au départ, euh, terre et eau, et non pas feu et air, Ah, c'est-à-dire quoi, la fumée, parce que c'est déjà plus difficile à maîtriser. Et pour eux, ça peut rendre poreux, ça peut rendre des corps énergétiques, comment, vulnérables à des attaques, entre guillemets, d'esprit ou à des infiltrations. Et c'est, moi, tout ce que je peux dire, par contre, c'est quand je suis allé à Taquiboisé au Pérou et que j'ai fait avec Jacques Mabi les 4 sessions d'ayahuasca, plus des isolements dans la jungle, plus des purges, plus ceci, des plantes maîtresses, plus cela, enfin bref, euh, chaque fois, donc c'est pas du folklore, hein, et j'ai pas inventé, chaque fois là où il y avait des cris bestiaux, il y avait des gens qui souffraient et tout, le plus, c'était les gens qui avaient pris régulièrement du cannabis et des joints. Alors bien sûr, on n'en est pas au même stade, ça va pas vous faire vous rendre possédé parce que vous fumez. Et puis après tout, après 26 ans, on sait que ça ne joue plus sur le cerveau dans le sens que jusqu'à 26 ans, les voies qui vont du système limbique, donc notamment de l'intention, de la motivation, jusqu'au cortex préfrontal, planification de l'action, décision, etc., sont pas encore bien matures et que le cannabis peut ralentir à la maturation. Donc ça fait des personnes qui peuvent être, et d'ailleurs c'est un style de vie, hein, de dire tranquille, quoi. C'est-à-dire j'agis pas vraiment, quoi. J'ai pas le drive, l'envie de transformer mon monde. Bon, peu importe. Mais toujours est-il que, au niveau biologique, en tout cas, c'est mieux de consommer après 26 ans plutôt qu'avant. Bah, après, chacun fait comme il veut et comme il peut. Je sais qu'il y a des gens, parce que je suis psychiatre, et je sais qu'il y a des gens, ils me disent, c'est mieux, ça m'aide plus à dormir le soir quand j'en prends que de prendre des somnifères qui rendent dépendants, qui ont des effets secondaires. C'est vrai aussi. Bon, après, c'est vrai que chez des gens qui sont pré-psychotiques, il faut les mêmes, ou qui ont des risques psychotiques, il faut les mêmes précautions pour psychédéliques, ça peut déclencher des accès, sinon, chez les gens fragiles, hein, à l'avance. Mais je voudrais pas trop me prononcer dans le sens où je dirais des bêtises et après vous auriez raison de vous énerver contre moi. Donc autant mmh. terminer la soirée amicalement. J'avais une,
peut-être une dernière question, moi, et puis on finira par une d'un auditeur, une très courte, tu verras, je l'ai déjà vue. Dans ton livre, il y a quelque chose qui m'a vachement intrigué. C'est à la page 79 pour être précis, où tu dis, deux petits points, je cite, ne t'inquiète pas, Olivier, ça va bien se passer. Sans la prise de psychédéliques, donc, je n'aurais, je pense, pas pu accéder à cette profondeur de traitement. Du coup, et tu parles des entités en fait, je me dis que lorsque certains thérapeutes ou médiums, exorciseurs, chamans disent à quelqu'un je t'ai libéré d'une entité, ils parlent peut-être de la perception du processus de détachement du champ énergétique de l'archétype, etc. Est-ce que ça sous-entend qu'au fond, tous les gens qui se considèrent, peut-être moi avec d'ailleurs, comme passeurs d'âme ou je ne sais quoi, est-ce qu'au fond, est-ce qu'au fond, on ne libère pas vraiment une entité parce qu'on n'était pas suffisamment dans la profondeur du champ d'application? Alors, c'est une possibilité. Évidemment, c'est pas une généralité, c'est juste une possibilité. Je pense que tous les cas de figure existent et que simplement les psychédéliques, par la profondeur de la conscience qu'ils induisent, te permettent de faire le diagnostic différentiel plus Ouais, facilement. Parce ouais. qu'on pourrait dire, est-ce que c'est une partie dissociée de la personnalité, par exemple? Dissociée et clivée? Est-ce que c'est une entité extérieure? Est-ce que c'est un archétype de l'inconscient collectif, etc., etc. Et tout ça, tu le discernes mieux quand tu as une plus grosse lumière qui éclaire mieux OK. le champ opératoire, quoi, c'est tout. Mmh. Mais non, non, je suis pas du tout en train de dire que tout n'est qu'archétype et que ça n'existe pas, et au contraire, hein. Merci. Ma question n'était Il y a pas aussi une chose, réductrice, hein, juste il y a aussi, oui, vas-y. oui, oui, bien sûr, il y a aussi une dernière chose dont je voudrais parler parce que j'oublie souvent d'en parler. Et c'est pas un hasard si j'oublie souvent d'en parler parce que ça veut dire que je suis sujet au même tabou que la société nous inflige. C'est les psychédéliques et la sexualité. Mmh. Il y a des gens qui font de la sexualité en couple ou avec d'autres, hein, c'est même des hédonistes, sous psychédéliques, ça s'appelle du chemsex. Il y a des gens qui se servent des psychédéliques pour avoir simplement des relations sexuelles habituelles, mais beaucoup plus intenses, beaucoup plus de sensualité, de sensorialité, des orgasmes qui sont plus forts et qui durent plus longtemps, une empathie vis-à-vis de la partenaire ou euh, enfin bref, euh, presque une pratique tantrique dans Ouais, lequel tu vois à quel point la sexualité réunit, combine les énergies, que tu peux les faire monter pour des prises de conscience et travailler à certains niveaux d'ouverture. Euh, je donne un exemple dans le livre et, oui, euh, et je trouve que c'est toujours le parent pauvre, c'est toujours la rubrique oubliée. Les anglo-saxons qui sont certainement très puritains n'en parlent jamais. mmh, On parle jamais de alors que c'est une force spirituelle, bien sûr énergétique, mais aussi spirituelle, la sexualité. Et il n'y a pas besoin de s'appeler Freud pour savoir que la libido, c'est aussi une force de vie. Mais Freud l'a très bien montré. Et, mmh. euh, et voilà. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a un chapitre là-dessus Tu un témoignage même, hein, oui, oui, dans tout le à fait. chapitre qui est Ouais, magnifique, ouais. hein. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et ça, ça fait partie du développement presque impersonnel, du développement spirituel, de savoir utiliser la sexualité à des fins d'éveil, quoi, vraiment. Et j'insiste que c'est pas du tout un sujet qui devrait être tabou, ni euh, étant démontrant des pulsions obsessionnelles chez l'auteur, mais au contraire comme un terrain d'expérimentation très intéressant, très sérieux. Et Oui. Mais voilà. merci, hein, merci d'ailleurs de parler de cette, pulsion de la vie, hein, tout simplement, c'est la Hmm. pulsion de la vie. D'ailleurs, je me disais, que c'est quand même très couillon qu'on qu'on puisse pas aujourd'hui faire de la prescription, pour justement des personnes qui ont des troubles de la sexualité, des Hmm. anorgasmies ou je ne sais bon, je suis Bien pas sûr. médecin donc peut-être plutôt que de Oui, oui. prescrire des trucs, je enfin, c'est dommage quoi. Enfin, Ah oui, de toute façon, par exemple, au niveau des couples, par exemple, l'ecstasy mmh, est un très très bon instrument pour travailler avec les couples. Pour travailler, alors là, pas tellement sur la sexualité, d'ailleurs, là, mais plutôt sur les conflits, les peurs, ouais. les relations de pouvoir, les non-dits. Euh, Quand on n'arrive plus à voir notre partenaire comme la merveilleuse essence qui nous est apparue quand on l'a vu la première fois, euh, quand on a oublié comme il était beau en fait. Et Mmh, non, mais c'est vrai. Et ça aussi, ça devrait être dans les années 50-60 aux États-Unis, il y avait beaucoup de thérapeutes qui, non, excuse-moi, pas les années 50-60, parce que l'ecstasy c'était plus tard, dans les années 70-80. Il y a eu beaucoup de thérapeutes qui ont montré l'intérêt de l'ecstasy pour les thérapies de couple, vraiment. Et quand moi j'ai accompagné des couples,
Et le mieux, c'est d'accompagner en couple. Moi, je suis avec ma compagne, Marie-Odile Riffard, avec laquelle on accompagne comme ça. Euh, mais c'est un travail, mais merveilleux, Mmh. gratifiant. À la limite, tu vois, moi, j'aimerais faire que ça, quoi, pratiquement tellement. Non, non, mais tu réveilles des choses qui étaient enfouies, tu désamorces des relations de lutte, de pouvoir, quoi. Tu réinstaures de l'amour. Il y a quelque chose qui refleurit, quoi. C'est beau à voir Mmh. et à vivre. Ah bah, chez le thérapeute aussi quoi, évidemment, Voilà, tout à fait. hein, ça retouche dans ton masculin, dans ton sacré, enfin Mmh. bref et Voilà. le fait de le faire en couple comme ça, c'est Ouais. magnifique, hein. D'ailleurs, on dit souvent O qu'on doit accompagner en couple. ouais. On dit souvent, on donne souvent deux raisons. On dit, bah, quand il y a un couple qui accompagne, les patients peuvent faire un transfert à la fois paternel sur le thérapeute ou maternel, donc ça fait une double figure d'identification. Deuxièmement, ça évite les risques réels ou fantasmés d'abus sexuels, parce qu'évidemment, avec les patients, c'est toujours là. Par contre, il y a pas de passage à la sexuelle, quoi. C'est une règle. Mmh. Et donc voilà les gens. Mais il y a aussi parce que il y a une fonction initiatique du couple sacré. L'homme et la femme, quand ils se marient dans ce qu'ils ont de plus essentiel, ça crée quelque chose, ça crée dans quelque chose qui vient inspirer vers l'eau les énergies, qui vient faire descendre la lumière, qui vient déployer toute la puissance de la conscience à deux, hommes et femmes. Quand il y a une bonne communication comme ça, à tous les niveaux, ça peut créer quelque chose, une sorte de temple d'initiation pour les personnes qui sont accueillies. Donc il y a Mmh. cette fonction Mmh. vraiment initiatique dont on parle pas. On parle de la fonction voilà support de projection, sécurité vis-à-vis du risque d'abus, mais c'est le couple, c'est quelque chose. C'est très puissant un couple quand ça fonctionne bien. Quoi. On va peut-être terminer Olivier sur, une question, très simple, mais en France, je ne sais pas si ça va être simple de répondre à cette question. Comment faire? Olivier Chambon préconiserait-il une substance psychédélique plus particulière pour débuter? Oui, alors oui, si vous étiez en Suisse par exemple, mais là il faudra avoir une indication médicale parce que même si les médecins ont le droit, les psychologues ont le droit, je pense qu'ils ont le droit que dans le cadre d'indication médicale sur le dossier parce que si c'est ça qui est bête, hein, si c'est juste pour être plus heureux ou plus conscient, non, non, ça c'est pas permis. Ah bon, d'accord. Bref, si vous étiez dans un endroit où c'est légal, Mmh? je vous conseillerais une substance de type MDMA, voire une substance qui est de type MDMA x3 au niveau durée, mais j'ai pas le droit de la citer. Mais elle existe, si vous vous renseignez, etc. Donc, dans un pays où ça serait autorisé, je vous proposerais plutôt la MDMA ou la substance encore plus puissante, parce que ça vous permet de faire une première expérience d'état élargi de conscience sous substance. Et comme la MDMA, ça réduit la peur et ça augmente l'amour, vous auriez moins peur. Et en plus, vous feriez un lien de relation de confiance avec votre accompagnant parce que là, ça rend pas parano, quoi. Je veux dire, c'est pratiquement impossible. Enfin, c'est possible, mais c'est rare qu'on ait une bonne expérience avec ces substances. Donc, ce serait une belle porte d'introduction. Et ça permet aussi de travailler sur les traumatismes. Donc, il vaut mieux les faire remonter sous MDMA ou la substance hein, euh, parce qu'on déblaye le terrain, on nettoie un peu. Parce que quand vous prendrez une substance verticale qui ira dans le monde transpersonnel, voire transcendant, euh, ça vous gênera, ces bagages émotionnels non travaillés. Ou alors faites-les en psychothérapie, travaillez en psychothérapie, mais c'est bien aussi, euh, ouais, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus doux. Alors parfois même les gens, les thérapeutes, ils font la substance, donc on va dire MDMA, plus derrière la psylo, même si dans la même séance. La substance MDMA, elle ouvre le champ, tranquille, en confiance, on n'a pas peur, puis après, paf, on est plus détendu, on se laisse plus prendre par l'autre substance plus transcendantale et tout. Il y en a qui font ça. Ou il y en a qui font ça séparément. D'abord une première séance comme ça, puis après une séance comme ça. Voilà ce que je vous conseillerais. OK. Mais pas Olivier, en France, hein, je suis obligé de vous le dire. Hmm. Pardon. si on a envie d'entrer, j'allais dire d'entrer en contact avec toi, est-ce que tu fais des conférences? Est-ce que tu, Alors oui, fais des formations? non, Pas alors pas voilà, je fais plus grand-chose hein, au niveau conférence, formation. bah, oui, je me doute bien, c'est Je un me peu déplace de occupé. moins en moins. Par contre, des vidéos, j'en fais quand on me demande. Hein, je veux dire, je dis jamais pratiquement non quand quelqu'un dit oh, j'aimerais faire une vidéo là-dessus, un interview. Je dis ok. Je fais ça depuis chez moi, tranquille, ça me dérange pas. Mais par contre, ce que je propose parfois aux gens, comme vous le savez, je répète une dernière fois, excusez-moi, c'est interdit en France, mais comme vous le savez, donc quand on m'appelle, quand on me joint sur mon mail professionnel, par exemple, c'est olivier.ncc@gmail.com, N comme Noémie. Bref,
Et les gens me disent alors, je voudrais faire. Je dis non, j'ai pas le droit. Par contre, ce qu'on peut voir ensemble, si vous y tenez, c'est votre demande de psychédélique, on peut l'examiner dans le sens, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça qu'il vous faut? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui seraient mieux que ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication? Est-ce qu'il y a, est-ce que vos attentes, vos motivations, vos intentions sont justes ou adaptées à la prise de psychédélique? C'est-à-dire, je peux faire presque une séance préparatoire pour la personne si ensuite elle voulait chercher quelqu'un qui voudrait lui faire une séance dans un pays où c'est autorisé, hein. Donc, je peux servir de débrouilleur, on appelle ça. Enfin, C'est ça. Et est-ce qu'on peut te rencontrer aussi, je sais pas, tu vas faire des séances, pour ton bouquin, la sortie de ton livre, c'est prévu à Alors non, enfin, ça sera uniquement des choses sur les réseaux sociaux, hein. c'est ça, hein? OK, Parce que je ouais, te bah, dis, moi, je deviens, j'ai bientôt 60 ans, je deviens un peu feignant, là. J'aime bien vivre, je suis à la montagne, je travaille 15 jours par semaine sur Lyon, le reste du temps, je suis à la montagne et j'aime bien la vie simple de la montagne. Donc, plus trop envie de prendre des trains, des avions, des machins, d'aller. Et surtout en plus, même au niveau écologique. Parce que ouais. justement, un des trucs que nous a appris le confinement, c'est qu'on pouvait faire plein de choses sans se déplacer. Donc voilà. Donc moi, c'est fini le moment. Je pense que c'est fini pour le reste de ma vie, le moment où je me déplace et je participe à des congrès, des trucs comme ça. J'ai fait beaucoup quand j'étais jeune, même avant quand j'étais psychiatre et que j'étais pas spécialement dans le domaine des états modifiés de conscience. J'ai fait beaucoup, beaucoup et chacun son. Il y a un moment, faut savoir s'arrêter. En tout cas, on a largement, de quoi, s'intéresser à toi et à ton travail, à travers bah, justement les innombrables vidéos qui existent. Tu en es la preuve aujourd'hui que ce soir à nouveau, tu nous offres ton temps et je t'en remercie, vraiment du fond du cœur et puis Merci. ce livre, évidemment, que vous allez, j'imagine, lire avec beaucoup de passion comme je l'ai fait, ces derniers jours, L'éveil psychédélique, docteur Olivier Chambon, aux éditions Le Duc et merci encore Olivier, Merci. du temps que tu nous offres. J'ai beaucoup aimé aussi cette petite phrase: «Un psychédélice de vous Ah oui, écouter les gars». Merci pour la vidéo, un psychédélique. Je rappelle que cette merci. émission, bien sûr, sera disponible en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, sur la chaîne. Je vous ai mis je vais vous remettre encore le lien vers le site, internet d'Olivier. Vous avez son actualité. Il est également disponible sur Facebook. C'est Olivier Chambon, hein, tout simplement, je ne dis pas d'ânerie, hein, c'est bien Oui, ça? oui. Magnifique. Je te remercie Olivier Merci. de ta présence. Merci de nous avoir, ouvert, encore un peu plus les voies, des voies, qui peuvent s'accélérer avec, cette prise de psychédéliques qui, j'espère, effectivement en France un jour verra, Mm. de nouvelles possibilités. En tout cas, Mm. tu nous offres un beau regard ce soir, encore une fois, de tout ce qui est possible, du champ de possibles, grâce à cette prise, non risquée de diverses substances. Merci à toi. Merci à vous Merci à tous et à vous. toutes. Merci Frédéric.